Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart. À 12h30 tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, le marché attendait une hausse de 25 points de base à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Bank of England. Mais la Banque centrale du Royaume-Uni a finalement acté une hausse de 50 points de base. Un scénario qui devenait de plus en plus prégnant alors que les chiffres d'inflation du mois de mai montraient une inflation persistante à 8,7% en annuel et notamment en accélération à 7,1% dans sa version cœur. Quel impact la décision de la BOE peut-elle avoir sur l'économie britannique? Nous en parlerons dans un instant avec nos invités dans Smart Bourse. Nous évoquerons d'ailleurs de manière plus globale le combat des banques centrales et leur stratégie contre l'inflation, alors que la Banque nationale suisse a elle aussi annoncé monter ses taux ce matin de 25 points de base, revoyant également légèrement à la hausse ses prévisions d'inflation pour cette année et la suivante. A noter également que la Banque centrale de Norvège a elle aussi décidé de monter ses taux de 50 points de base aujourd'hui. Nous reviendrons également sur les prévisions et les scénarios économiques pour la fin de l'année dans Smart Bourse, alors que le spectre récessif semble s'éloigner aux États-Unis, tandis que les prévisions de croissance pour la BCE sont-elles revues à la baisse pour 2023. La Chine voit elle aussi ses prévisions revues à la baisse par les économistes, même si pour l'heure, celle-ci reste en phase avec les prévisions du gouvernement chinois. A noter en France, côté statistique, que le climat des affaires se stabilise en juin. Il ressort à 100 comme le mois dernier, montrant un moral des chefs d'entreprise plutôt résilient, alors d'un mois à l'autre évidemment, mais qui cache des disparités. Le moral des dirigeants dans l'activité manufacturière ressortant en hausse, tandis que celui des dirigeants dans le secteur du bâtiment continue de s'assombrir. Et enfin, dans Smart Bourse, toujours dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans Marché à thème, nous ferons un focus sur le secteur des semi-conducteurs en Europe et sur ses perspectives d'évolution avec Franck Sabat, responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, les marchés européens évoluent dans le rouge. Et oui, dans un contexte de mise au point de la part de plusieurs banques centrales sur leur politique monétaire. Il y a donc la Banque d'Angleterre qui opte pour une hausse plus marquée que les fois précédentes. Elle remonte son taux directeur de 0,5 points de pourcentage et le relève à 5%. C'est un sommet depuis octobre 2008. La Banque nationale suisse relève son taux directeur de 25 points de base. Les taux d'intérêt suisses sont là aussi à leur plus haut niveau depuis octobre 2008. La Banque de Norvège relève de 0,5 points son taux directeur. C'est la 11e hausse en Norvège depuis septembre 2021. Et puis la Banque centrale turque relève son taux directeur à 15%. C'est une augmentation nettement moins importante que prévu. Dans la foulée, la livre turque chute. Les obligations turques en dollars effacent leurs gains et s'échangent à la baisse. Et puis à noter que du côté des indicateurs, aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage restent inchangées à 264 000. Si l'on regarde à présent du côté des valeurs en Europe, Alix, le groupe britannique Ocado tout d'abord s'envole sur des rumeurs de rachat. Et oui, cela fait suite à des informations du Times selon lesquelles des poids lourds de la tech réfléchissent au rachat d'Ocado. Et puis dans le reste de l'actualité des entreprises européennes, à Paris, le groupe français SES-imagotag est suspendu après la publication d'une note de Gotham City Research. Celle-ci évoque des comptes financiers trompeurs, incorrects et incomplets. Pour renforcer sa liquidité, Casino lance la cession de sa participation restante dans le distributeur brésilien Açaí, soit 11,7% du capital. Du côté de chez Crédit Suisse, à présent, 3 anciens patrons de la banque, Alix, sont accusés de prise de risque excessive. Oui, la plainte collective a été déposée par un groupe de détenteurs d'obligations de Crédit Suisse. La plainte déposée mardi devant un tribunal de New York accuse d'anciens patrons, mais aussi plusieurs autres cadres, d'avoir réalisé des transactions excessivement risquées pour obtenir des rendements élevés à court terme, mais aussi des primes. On termine avec un focus sur quelques valeurs américaines
américaine Spirit AeroSystems, qui produit des structures pour les avions de Boeing, a décidé de suspendre ce jeudi la production de son usine de Wichita au Kansas. Cela fait suite au rejet des salariés d'une proposition salariale de la direction. Ils annoncent une grève à compter du 24 juin. La division aérospatiale de General Electric a signé un protocole d'accord avec Hindustan Aeronautics Limited pour produire des moteurs d'avions de combat pour l'armée de l'air indienne. Micron Technology a l'intention d'investir jusqu'à 825 millions de dollars dans une nouvelle installation d'assemblage et de test de puces électroniques en Inde. Et puis Accenture anticipe un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en dessous des attentes de Wall Street. Voilà donc Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique, mais surtout financière et son impact sur les marchés financiers dans Smart Bourse. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Gustavo Orenstein. Bonjour Gustavo Orenstein. Bonjour. Vous êtes responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval AM. Nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Juvin. Bonjour Vincent Juvin. Bonjour. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management et nous avons le plaisir d'accueillir Bastien Dru également. Bonjour Bastien Dru. Bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR AM. On va commencer avec vous, Bastien. On a déjà pu échanger dans Smart Bourse cette semaine. Alors, on a évoqué effectivement sur l'impact sur l'économie américaine ou européenne des différentes décisions de banques centrales. On avait quand même en tête que la semaine cruciale, c'était la semaine dernière. Pour autant, il y a quand même plusieurs décisions cette semaine qui viennent quand même apporter des indicateurs supplémentaires au marché, à commencer évidemment par cette Bank of England. Jusqu'à hier ou jusqu'à avant-hier plutôt, on s'attendait à une hausse de 25 points de base. Finalement, c'est 50 points de base qui ont été décidés. La Bank of England a-t-elle été prise de court, Bastien Dru ? Il y avait une occasion en or, parce que là, il avait déjà fait 400 points de base de resserrement monétaire. Et manifestement, ça marchait pas du tout. En tout cas, ça ne suffit pas, parce qu'on voit bien que l'inflation restait très élevée au Royaume-Uni. Vous l'aviez dit tout à l'heure, 8,7%. Donc, on reste sur une inflation qui est plus de 4 fois la cible. Bien sûr. Et surtout, la dynamique, elle est très différente de celle qu'on peut observer dans les autres zones du monde. On voit qu'en zone euro, on a quand même une bonne décélération de l'inflation. Idem aux États-Unis. Oui. Mais au Royaume-Uni, il y a une inflation qui, elle, décélère, mais vraiment très lentement, et puis même qui est reparti à l'accélération. Et on voit aussi que le marché du travail reste quand même très tendu. Le dernier rapport sur l'emploi, il était vraiment très bon, avec un taux de chômage qui était reparti à la baisse, alors qu'il y avait une petite hausse sur le début de l'année, mais là, il est reparti à la baisse, puis surtout des salaires qui accélèrent. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est très particulier au Royaume-Uni par rapport aux autres pays développés, et que la Banque d'Angleterre n'avait manifestement pas fait assez. Donc là, il y avait vraiment une occasion en or pour faire cette hausse de 50 points de base, même si le consensus des économistes n'attendait que 25 points de base. Donc effectivement, alors il y a un cas assez particulier au Royaume-Uni. Cette inflation, elle vient des salaires, mais c'est aussi une inflation qui est importée au Royaume-Uni. C'est peut-être ce qui fait que la situation est si compliquée aujourd'hui à piloter. Alors, je pense que vous parlez du Brexit. Entre autres. Ouais. Évidemment, le Brexit a quand même joué négativement sur la situation du Royaume-Uni, et en particulier pour l'inflation. Il y a quand même des questions d'approvisionnement qui ont été plus compliquées, qui ont joué à la hausse sur l'inflation. Et ça participe à créer cette particularité britannique par rapport aux autres pays développés. La question qu'on peut se poser quand on voit que la Bank of England effectivement donc procède à une hausse de 50 points de base contre les 25 attendus, alors que les décisions de la semaine dernière de la Fed ou de la BCE étaient globalement en phase avec ce que les marchés pouvaient attendre, c'est qu'il y a encore des surprises à attendre des banques centrales aujourd'hui ? Manifestement, parce que là on voit que aujourd'hui il n'y en a pas une, mais il y en a deux, avec la Banque centrale de Norvège qui a remonté de 50 au lieu de 25. Donc bien on sûr voit que clairement il y a encore de la place pour des surprises en termes de banque centrale. Et puis c'est assez clairement ça qui va déterminer les mouvements obligataires sur les semaines et sur les mois qui arrivent, quoi. Donc une volatilité obligataire qui va rester forte. Et en fait, pour revenir sur ce que vous disiez sur la Fed, on voit bien que la forward guidance est complètement morte, parce que la Fed a vraiment du mal à donner des indications sur ce qu'elle va faire qui soient crédibles. Là, elle avait remonté ses dots, donc les projections de Fed Funds pour la fin de l'année, qu'elle a remonté de 50 points de base, mais les marchés n'y croient pas vraiment. Et donc là, on a vraiment une forward guidance qui ne marche plus du tout, et il y a très peu d'indications pour le futur données par les banques centrales, quoi. Donc ça crée de la volatilité obligataire qui va rester un moment
sur le marché. On pourra se poser la question ensemble de savoir pourquoi les marchés ont autant de mal à croire effectivement les forward guidance et les prévisions des banques centrales. Juste avant, Vincent Juvin, alors peut-être sur une vision un peu plus globale, sur la façon dont vous abordez effectivement ces différentes annonces de banques centrales avec cette surprise. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler d'une surprise aujourd'hui par rapport aux chiffres d'inflation hier au niveau de la Bank of England ? Bon, les chiffres d'inflation étaient vraiment très mauvais. C'est clair, c'était une très mauvaise nouvelle et on s'attendait à ce que la BOE, quelque part, doive en prendre compte. Alors, est-ce qu'on s'attendait hier à ce qu'il ferait 50 points base aujourd'hui ? Je ne dirais pas que c'était vraiment notre conviction profonde, mais enfin, on s'attendait à ce qu'au moins 25 et qu'il y ait en tout cas, sans doute, une communication, en tout cas, relativement dure qui accompagnerait, en tout cas, la hausse de taux. Globalement, moi, depuis quelques semaines, et on l'a vu aujourd'hui, avec un certain nombre de banques centrales, mais on l'a vu précédemment aussi, avec des banques centrales comme celle du Canada ou de l'Australie, qui avaient marqué un temps une pause, mais qui ont quand même, dans la foulée, remonté les taux. Et les banques centrales sont évidemment, comme nous, un peu démunies face à cette situation et veulent garder cette option sur la table, comme l'ont fait la BCE, la Fed la semaine passée, de dire, OK, si la situation le justifie, même après pause, on pourrait encore avoir cette option de remonter les taux. Donc, je pense qu'en effet, il faut rester vigilant par rapport à ça, même si personnellement, je reste intimement convaincu que dans le cas de l'Europe et dans le cas des États-Unis, comme l'évoquait Bastien, je pense qu'on a une situation inflationniste qui est plutôt rassurante jusqu'ici. Je pense que le Royaume-Uni est à nombre d'égards une exception. Paradoxalement, une exception aussi parce que quelque part, il est peut-être un peu étonnant, hors effet Brexit, de voir finalement cette inflation aussi pérenne au Royaume-Uni. C'est peut-être les banquiers centraux qui sont confrontés à une difficulté aujourd'hui, c'est sur la transmission de leur politique monétaire, bien sûr, l'économie réelle, notamment parce que les marchés immobiliers y réagissent peu. Aux États-Unis et en Europe, les emprunteurs sont à taux fixe. De lors, l'augmentation des taux, finalement, c'est surtout pour les nouveaux entrants. Or, au Royaume-Uni, le sujet de discussion principal est justement que la transmission se fait relativement bien, puisque les taux fixes sont resetés tous les 5 ans. Et donc, le Britannique donc ça devrait mieux marcher encore. Donc, ça aurait, quelque part, à cet égard, pu fonctionner beaucoup mieux. Donc, ça montre, en tout cas, que les effets du Brexit sont certainement, et sur le marché de l'emploi, toujours significatifs. C'est le Brexit la principale explication, vous pensez ? Comment est-ce qu'on explique que sur les tensions du marché de l'emploi, c'est quelque chose qu'on vit évidemment globalement, mais il est certain que quand on a des chantiers massifs à Paris aujourd'hui, comme liés aux Jeux Olympiques et autres, être une terre d'immigration, ça facilite les choses. En tout cas, lorsqu'on doit rénover son bien immobilier, déjà même des difficultés en France ou en Europe de manière générale, imaginez au Royaume-Uni, où en tout cas tous les Européens de l'Est, ou une grande partie, sont retournés chez eux, et où, pour ce genre de choses, voilà, c'est très compliqué. Moi, lorsque je parle en tout cas avec mes collègues à Londres ou autres, de leur ressenti au quotidien, quand on parle de ce qu'on peut faire à la maison, notamment pour la transition énergétique et autres, toutes les choses qui se font ici en France et qui tombent sous le sens, c'est pas toujours aussi évident. On sent qu'il y a un fort engouement des particuliers français, notamment profiter de ma prime rénov, un peu upgrader leur maison et autres. Malgré les complexités qu'il peut y avoir. Mais... Essayer d'installer un panneau solaire au Royaume-Uni, ils n'essayent même pas pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas d'opérateurs, pas d'entrepreneurs qui peuvent le faire. Ce sont autant d'anecdotes qui montrent évidemment les difficultés au quotidien du Brexit, les disruptions logistiques, on l'a vu, mais cet hiver, trouver des légumes dans les supermarchés et autres, c'était des choses aussi basiques que ça, c'était compliqué au Royaume-Uni. Et donc cette politique monétaire, pour le coup, aurait pu avoir un impact plus radical sur l'économie, mais on ne la voit pas aujourd'hui. Un mot peut-être, alors la question est peut-être naïve, mais on a en tête l'impact qu'a pu avoir un resserrement monétaire sur les fonds de pension britanniques il n'y a pas si longtemps. Est-ce que des surprises comme ça peuvent faire craindre à nouveau un effet en cascade ou... Je pense qu'il faut être prudent dans certains cas. Je pense qu'ici, maintenant, je reste persuadé que le gros des hausses de taux dans le chef de la BCE et de la Fed, c'est derrière nous. Il y a peut-être une banque centrale dont on parle peu et qui essaye peut-être de se faire quelque part un peu oublié, où on pourrait craindre en tout cas que ça puisse avoir des conséquences majeures. C'est notamment la Banque centrale du Japon qui n'a rien fait jusqu'ici, qui fait face à une situation économique qui pourtant justifierait qu'on commence un petit peu à bouger un petit peu les lignes. Une politique monétaire qui a été hyper accommodante depuis encore bien plus longtemps, des investisseurs institutionnels qui ont des JGB jusqu'au-dessus des oreilles, donc des moins-values latentes potentiellement gigantesques. Et là, on se demande, alors je ne suis pas en train de dire que ça va nécessairement mener à une catastrophe, mais j'aimerais pas devoir gérer la situation
à un moment où il faut sans doute durcir là aussi la politique monétaire et bien abandonner en tout cas partiellement ce yield curve control qu'on a au Japon. Oui, c'est vrai qu'on parle des surprises quand c'est à la hausse, mais parfois le fait de ne pas agir, c'est aussi une surprise pour les marchés, notamment dans le cas de la Banque du Japon. C'est en tout cas la Banque centrale dont on ne parle pas beaucoup pour l'instant, mais qu'il faudra vraiment surveiller au cours des prochains mois. C'est celle qui peut être potentiellement la plus disruptive. Gustavo Orenstein, sur cette séquence Banque centrale, alors effectivement sur ces décisions de hausse de taux, de non-hausse de taux, sur cette pause de la Fed, alors qu'il se laisse quand même la possibilité de pouvoir pratiquer de nouvelles hausses de taux, sur cette décision de la BCE d'augmenter ses taux de 25 points de base et qui nous explique concrètement que la prochaine hausse de taux en juillet est déjà plus ou moins actée. La question vient plutôt après. Quel est votre ressenti? Est-ce que ça correspond à vos scénarios? Est-ce que vous avez eu des surprises? Je crois que une des questions un peu paradoxales de l'année, c'est que c'est l'année de la désinflation. C'est partout de la désinflation. Et c'est aussi l'année où les banques centrales sont gênées en fait, par une situation qui pourtant semble favorable, celle de la désinflation, parce que l'économie est résiliente, la partie croissance est résiliente. J'irais même que la désinflation a un paradoxe, c'est que si elle se poursuit, si elle s'accélère, le pouvoir d'achat va commencer à réaccélérer et on va se retrouver avec une économie au plein emploi. Est-ce qu'elle peut vraiment réaccélérer à partir de maintenant? Il y a plein de paradoxes et des complexités qui viennent, encore une fois, d'abord du parcours qu'a eu l'économie mondiale depuis 2020. Mais ce que vous décrivez, c'est le scénario parfait, c'est le soft landing idéal. Ça, c'est un scénario parfait qui, en partie, est joué par les marchés. En tout cas, il est clair que la désinflation, ça donne envie ça fait baisser les primes de risque et ça donne envie de reprendre du risque. Mais, encore une fois, la réaccélération peut également poser quelques questionnements, notamment aux États-Unis, qui est vraiment l'économie où il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de routes. On va dire pour une accélération de la croissance, ils sont déjà au plein emploi. La consommation a largement rattrapé son niveau pré-Covid et même la tendance pré-Covid, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc on a l'impression qu'aux États-Unis, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des économistes continuent d'attendre malgré tout une récession. Donc ils attendent une récession, ce qui elle semble logique de l'attendre, mais elle n'arrive toujours pas. Et donc ça crée ce scénario un peu particulier avec des courbes effectivement de taux très inversées, puisque on va dire la couverture contre la récession qui sont les taux longs sont chers en quelque sorte. Et c'est une vision qui est en désaccord avec les prévisions économiques de la Fed pour le coup. Absolument, la Fed, elle est plus. Alors en même temps, elle anticipe bien un ralentissement, peut-être un tout petit peu de hausse du chômage. Bon, ils ne savent pas trop comment se positionner, mais c'est vrai que ça crée une sorte de hiatus. Mais je crois que la raison pour laquelle les courbes sont inversées, c'est plus une question de couverture en cas de récession, une question d'anticipation, simplement de scénario de la politique monétaire. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord avec la Banque centrale, c'est juste qu'ils payent assez cher des couvertures. Et quelque part, vous avez une couverture avec des taux longs américains qui vous rapportent. D'un point de vue c'est quand même un actif qui paye un intérêt, un rendement, et qui va vous couvrir en cas de récession. On ne peut pas dire la même chose de la volatilité. Donc c'est de la prudence. Si vous achetez des options, vous devez payer pour vous protéger. Là, vous êtes un peu payé pour avoir une certaine protection en cas de récession. Mais comme elle n'arrive pas, pour l'instant, c'est plutôt une couverture qui est plutôt perdante, en tout cas qui est volatile. Il aurait mieux fallu faire du monétaire qui, effectivement, qui avec aucune volatilité, rapporte plus. Donc le message, c'est plutôt... S'il y a une récession, on s'est préparé. En revanche, effectivement, c'est pas une attente spéciale du marché pour fin 2023, par exemple. Les économistes en majorité attendent une récession. Assez logique que, du coup, on va dire le stratégiste et les opérateurs de marché, bien sûr, achètent des obligations, non pas pour parier sur une baisse, mais pour se couvrir au cas où effectivement une récession arrive ou un choc. C'est vraiment la leçon du choc de SVB. 50 points de base de détente tout d'un coup du 10 ans américain en 2 jours. Voilà, ça reste une bonne couverture. Le problème, c'est qu'elle est plutôt perdante pour le moment, parce que cette fameuse récession n'arrive pas et que pour l'instant, rien ne l'indique. Mais une question intéressante sur la Banque d'Angleterre, simplement parce qu'on a envie de dire que le cas anglais est différent. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. On ne peut pas vraiment faire une transposition de ce qui se passe en Angleterre ailleurs. L'Angleterre, effectivement, depuis le Brexit, a vu son offre, en fait, le parti offre de l'économie très dégradée. Et c'est donc, pour la Banque centrale, ça veut dire un arbitrage beaucoup plus compliqué entre les différentes composantes de sa politique. Mais il y a un point intéressant à noter, c'est que les taux d'intérêt, les taux longs anglais étaient revenus, en fait, il y a quelques semaines, enfin quelques jours, plus haut qu'ils étaient au moment de la fameuse crise des LDI. Bien sûr. Donc il y avait quand même quelque part du côté des marchés obligataires une sorte de pression sur la Banque d'Angleterre pour effectivement faire quelque chose. Il y avait une demande d'action. Donc elle s'est retrouvée un peu au pied du mur quand même. Elle était un peu au pied du mur, elle a un peu cédé, mais je crois qu'il y a des débats très intenses à la Banque d'Angleterre. Et il y a eu quand même eu deux membres du MPC, alors certes 2 membres extérieurs, mais qui ont voté pour un statu quo. Donc il doit y avoir des discussions assez intenses. Et pour avoir entendu parler les membres, je pense que les réunions du MPC ont dû être très très tendues.
parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Certains disent qu'il faut attendre de voir déjà les hausses passer, voir l'effet qu'elles vont avoir. Mais donc au final, le marché a pu dicter à la Banque centrale sa décision. Et d'ailleurs, en tout cas, ce que j'ai vu quand je suis parti du bureau, mais les taux longs anglais maintenant se mettent à baisser. C'est-à-dire que la Banque centrale monte ses taux, mais les taux longs baissent. Donc il y a bien un équilibre qui est un peu rétabli. Il devait faire ça, mais est-ce qu'il faut en déduire que c'est le début de quelque chose ? Je ne crois pas. Ça reste quand même une année de désinflation, je suis d'accord. Et c'est là aussi où les marchés ont cette difficulté. On a peur de la hausse des taux, mais on sait quand même que le gros est passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'un 25 points de base de plus, ça change quelque chose ? Est-ce que si la BCE s'arrête à 4, par rapport à aujourd'hui, 50 points de base, qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose. Donc, on a une hésitation. Alors justement, Bastien Dru, deux questions. Effectivement, déjà, va-t-on rester dans un environnement de taux élevés longtemps? C'est peut-être effectivement ce qu'essayent de nous dire les banques centrales aujourd'hui. Est-ce que le marché a du mal à accepter ou ne joue pas forcément? Et le scénario que nous décrivait Gustavo Orenstein, ce scénario de soft landing, reprend-il du poids par rapport à un scénario récessif qu'on avait il y a quelques mois encore? Oui, en fait. Tous les cycles sont différents, tous les cycles ont un peu des ressemblances. Peut-être ce qui fait la typicité de ce cycle-là, c'est la réaction du marché du travail, quoi. Le marché du travail réagit beaucoup mieux que sur les cycles précédents. Et peut-être que c'est la première fois qu'on a un ralentissement économique dans une phase de vieillissement de la population. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui joue malgré tout. Parce que ce qu'on voit, c'est que, si je prends le cas de l'Europe, on a une population en âge de travailler qui est vraiment qui baisse déjà depuis 10 ans, mais là, c'est en train de s'accélérer. La baisse s'accélère. La baisse s'accélère, effectivement. La zone euro perd 1 million de personnes sur le marché du travail chaque année. Donc, quand on prend les 15-64 ans, donc et c'est une baisse qui est en train de s'amplifier, qui crée des pénuries sur le marché du travail. On voit bien que les entreprises sont vraiment pénalisées par ça, et ça peut donner naissance à des tensions salariales. Et d'ailleurs, si on revient à la BCE, moi, ce qui me frappe vraiment dans leurs projections, c'est les prévisions des économistes de la BCE pour les salaires. Et ils disent que les salaires vont rester en progression de plus de 4% jusqu'à la fin 2025. Ouais. Donc supérieur peut-être à ces anticipations d'inflation. Et en fait, c'est supérieur à tout ce qu'on a pu voir depuis 1995 jusqu'à 2019, disons. Et on va continuer à avoir des pressions salariales qui vont être très très fortes. Et c'est vraiment sur la base de ça que la BCE a eu des projections d'inflation sous-jacente qui restent très élevées pour toutes les années qui arrivent. Et c'est ça qui fait que la BCE va garder des taux directeurs élevés pendant une période prolongée. C'est vraiment ce mécanisme-là. C'est vraiment ce qui se passe sur le marché du travail. Donc ça, c'est assez nouveau sur sur le discours de la BCE, mais il y a quand même un vrai mouvement de fond qu'on ne peut pas ignorer. C'est aussi des questions qu'on se pose aux États-Unis, même si c'est moins marqué aux États-Unis. Bien sûr. La population âgée de travailler, aujourd'hui, elle stagne aux États-Unis. Et au Japon, ça baisse. Et même en Chine, ça baisse. Donc, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose au niveau du marché du travail. Et dans le narratif expliqué par la BCE, livré par la BCE la semaine dernière, ça, c'est vraiment très prégnant pour dire que leurs taux vont rester élevés pendant longtemps, quoi. Donc, pour revenir à la question du soft landing, si on a un marché du travail qui tient malgré une activité qui est plutôt en train de décélérer, quand on voit les enquêtes, les indicateurs avancés, les enquêtes PMI, les enquêtes ISM, on a plutôt une dégradation. Mais malgré tout, sans catastrophisme pour autant, on a une dégradation, mais oui, qui est lente, mais sûre. On n'a pas du tout d'effondrement de ces enquêtes-là. Et ça fait en sorte que s'il n'y a pas de forte remontée du taux de chômage, il n'y aura pas de gros trous dans la consommation, et donc on aura une récession qui sera relativement peu marquée, quoi. Donc là, on est vraiment dans une sorte de scénario de soft landing un peu partout, quoi. C'est intéressant parce que cette interprétation du niveau de chômage peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle selon le scénario qu'on regarde. C'est-à-dire qu'effectivement... Pour les banques centrales ? Pour les banques centrales, c'est-à-dire qu'on se dit si effectivement le taux de chômage ne remonte pas, ça n'aura pas suffisamment d'impact sur l'inflation et donc ça va rendre encore plus compliqué le mandat, sauf effectivement si on arrive dans un scénario idéal de soft landing où ça permet de tenir un peu la croissance. Et c'est aussi pour ça que
il y avait Christine Lagarde qui disait que la résistance du marché du travail, alors que quand même on vient de vivre une récession technique en zone euro, c'est quand même pas rien. Et le marché du travail, on n'a pas vu la différence. Le taux de chômage a continué à baisser, on est passé à 6,5. Et ils disent que pour eux, c'est une énigme. On n'a jamais vu ça, quoi. Le fait d'avoir une récession technique, d'avoir une dégradation d'activité, un taux de chômage qui continue à plonger comme ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Vincent Juvin, c'est l'énigme effectivement de ces semaines, de ces mois. Est-ce que c'est à mettre sur le compte de la démographie ou du vieillissement de la population en âge de travailler ? Oui, certainement. Tout d'abord, j'en souscris tout à fait à ce que vient d'évoquer Bastien. Je vais peut-être donner un autre éclairage. Bien sûr. Alors, c'est une question, je ne veux pas dire qu'on l'a jamais vu. On l'a jamais vu en Europe. Mais revenons à notre exemple du Japon. Seul, en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui donnent quelques indications. Donc, le pays est confronté là à une démographie vieillissante et réduction de la démographie depuis des années. Un taux de chômage au plus bas depuis des années. Et c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait pas vu d'inflation. Donc, voilà. Il est certain que intuitivement, on se dit que cette direction démographique mène inévitablement à une inflation beaucoup plus durable. L'exemple du Japon est à cet égard un contre-exemple. Évidemment, les process industriels au Japon ont été ultra automatisés et c'est clair que c'est le pays de la robotique. On sent évidemment qu'il y a, dans les questionnements qu'on peut avoir par rapport à l'inflation, il y a tout ce qui est lié aujourd'hui aux nouvelles technologies, à l'IA et autres, et simplement à la robotisation des processus de production, qui est d'ailleurs un phénomène qui a assez bien soutenu l'économie ces dernières années aussi. On a vu que malgré l'augmentation des taux, le capex des entreprises a été relativement positif jusqu'ici. Je ne pense pas que ça va durer, mais vous savez, du fait de cette tension géopolitique, beaucoup d'entreprises ont décidé en tout cas de réorienter quelque peu leur chaîne de production, plus localement, d'automatiser les process qui pouvaient le faire, déjà parce que ça coûtait cher de fabriquer en Chine. La Chine a depuis 2008 une politique aussi c'est plus aussi attractif qu'avant. Oui, donc voilà, ces investissements en automatisation, ils étaient déjà présents dans nos secteurs aussi. On a aujourd'hui de plus en plus de modèles quantitatifs qui remplacent des gens et voilà. Donc voilà. Par là, je livre une interrogation plus qu'une réponse. Pour l'instant, il est certain que ces hausses de salaire, on les voit. Peut-être, contre-exemple aussi, au-delà du Japon, aux États-Unis, on semble voir, mais parce qu'on a une situation démographique qui est peut-être légèrement plus favorable, que cet effet de rebalancier s'opère sans trop de mal. C'est-à-dire qu'on a toujours un taux de chômage qui est au plus bas, mais on a une progression des salaires qui commence à marquer le pas depuis un certain nombre de mois. Alors, c'est pas une courbe qui descend tout le temps, il y a des petits hoquets en chemin, mais la Fed est parvenue, sans entraîner d'augmentation du taux de chômage, à rééquilibrer le rapport de force entre employés et employeurs, parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de pertes d'emplois aux États-Unis, des emplois sans doute bien payés, mais que ça a permis justement à d'autres emplois d'être créés dans des secteurs qui étaient en tension. Et donc, il y a eu cet effet de balancier qui a été opéré, qu'on peut espérer voir évidemment quelque part en Europe. Maintenant, il y a de nombre de différences entre les États-Unis et l'Europe. L'Américain est en général beaucoup plus mobile pour le travail, ce que l'Européen est peu. Et il y a un marché du travail qui est évidemment très, très, très clivé en Europe et qui fait qu'on n'a pas cette liquidité comme aux États-Unis. Et il y a aussi l'immigration saisonnière qui a complètement repris aux États-Unis, qui a permis justement d'atténuer ces tensions salariales aux États-Unis, quoi. Juste pour... Parce qu'il y a plus de concurrence, effectivement, un tout petit peu plus de concurrence sur le marché du travail. Il y avait eu un vrai blocage de l'immigration saisonnière aux États-Unis du fait du Covid. Et là, sur les 12 derniers mois, c'est complètement reparti. C'est reparti très fort. Et ça joue à la baisse sur les salaires, quoi. Gustavo Orenstein, alors on va peut-être amener un autre sujet également qu'on va essayer de raccrocher quand même au sujet qu'on traite dans ce scénario de soft landing. Alors je ne sais pas si c'est votre scénario principal, mais en tout cas c'est un scénario qui reprend un petit peu de... En tout cas c'est celui qu'on observe actuellement. C'est celui qu'on observe, ouais. Et alors du coup, Gustavo Orenstein, quand on voit la croissance chinoise moins forte qu'attendue, ou en tout cas peut-être que c'était les anticipations des économistes ou des analystes qui étaient trop fortes effectivement sur cette réouverture chinoise, mais globalement on s'attend à une croissance aux alentours de 5% pour cette année. Si elle est moins forte que ce qu'anticipaient les analystes, est-ce que c'est si grave pour l'économie mondiale après, à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire ? Alors c'est vrai que l'effet de la réouverture a fait un peu pchit. Une fois qu'il y a l'effet direct de la réouverture, ça réouvre, ça réaccélère, c'est normal. Derrière, ça n'a pas vraiment eu beaucoup d'effet d'entraînement. Moi, je crois que fondamentalement, ce qui s'est passé depuis déjà plusieurs mois maintenant, plusieurs trimestres, c'est que la Chine était vraiment un contrepoids et un contrebalancier à ce qui se passait ailleurs dans le monde. Quand tout le monde décélérait, elle accélérait. Quand tout le monde essaie de ralentir, elle a besoin de réaccélérer.
Et donc finalement, elle a un côté stabilisant. Et le fait que la croissance chinoise soit un peu faiblarde, tant que c'est pas un trou noir évidemment, je crois que Faiblarde pour une croissance chinoise, rappelons-le. oui, 5%, on en rêverait, mais Oui, c'est ça. par rapport à un pays comme la Chine, c'est plutôt positif en fait. Je crois que le fait que la croissance chinoise soit plutôt faible, ça écarte le scénario que certains d'ailleurs mettaient en avant d'une réaccélération chinoise trop forte qui ferait monter les matières premières, l'énergie, le pétrole, etc. et qui alimenterait du coup l'inflation dans le reste du monde. Or, le reste du monde a besoin de désinflation. Encore une fois, ce qui a fait peur, c'était cette question de l'inflation. Ça a fait peur au marché. Ça a beaucoup gêné les ménages. Et on a tous subi ça, évidemment, à chaque fois qu'on va acheter des fruits et légumes. Donc, le fait que ça tende plutôt à se calmer maintenant, c'est positif. Et le fait que la Chine ait une croissance faible va plutôt dans ce sens-là. Donc, une croissance chinoise faible ne pose pas de problème. C'est plutôt positif, je pense, tant que ce n'est pas un énorme choc. Et s'il devait y avoir un gros problème en Chine, vu qu'eux-mêmes n'ont pas du tout d'inflation, il y a quand même de la place pour du soutien public. Justement, faut-il s'attendre en tout cas à plus de relance de la part du gouvernement chinois ou de l'exécutif chinois, si on prend en compte aussi la Banque centrale vis-à-vis de l'économie? Je ne suis pas un spécialiste de ce qui se passe dans la tête des oui, bien Chinois, sûr. mais Il y en a peu. Oui, c'est assez compliqué. Oui. Mais non, je dirais qu'il n'a pas l'air d'y avoir en tout cas de volonté de faire de grands plans de relance. L'idée chinoise, ce n'est plus aujourd'hui, depuis déjà un certain temps d'ailleurs, ce n'est plus de faire de la croissance, mais d'être plus résilient, plus résistant. Alors ils n'ont pas poussé la logique comme la Russie par exemple, qui elle s'est carrément roulée en boule depuis quelques années pour être complètement autarcique, se couper complètement du. C'est pas l'idée de la Chine, mais enfin quand même d'avoir une certaine résistance, quitte à sacrifier de la croissance et d'être une croissance un peu plus faible, mais d'être moins sensible, moins endetté, etc. Ça a l'air d'être le choix, en tout cas. Bien sûr. C'est la préférence révélée comme les économistes. Je regarde ce qu'ils font et j'ai l'impression que c'est ça qu'ils préfèrent. C'est plutôt d'être plutôt dans la prudence. Du coup, je ne pense pas qu'il y aura de grands plans de relance, sauf si vraiment, encore une fois, l'immobilier devient un trou noir énorme et complètement ingérable. Mais tant que c'est pas le cas, que c'est juste une croissance un peu mollassonne, bon, ça semble être plutôt contrôlable. Messieurs, sur la Chine, vous partagez le scénario. On peut s'attendre à un peu plus de relance. On lit un peu. Un peu. Non, mais c'est très difficile pour eux de faire de la relance budgétaire parce que la Chine est extrêmement endettée. Il n'y a pas que l'endettement public, il y a l'endettement privé, l'endettement des ménages. Quand on met tout ça bout à bout, on a une dette maintenant en Chine qui a dépassé celle des États-Unis ou de l'Europe. Donc pour eux, c'est quand même très difficile de lancer des plans de relance budgétaire qui soient indiscriminés, où on relancerait tout sans trop réfléchir. La relance chez eux, elle est beaucoup plus centrée sur des secteurs stratégiques. Là, on a vu cette semaine, par exemple, qu'ils étendaient des crédits d'impôt sur les véhicules électriques jusqu'en 2027. Et c'est vraiment centré sur quelques secteurs très spécifiques, des secteurs d'avenir, notamment les chaînes d'approvisionnement de lithium, par exemple. C'est vraiment là-dessus qu'ils font de la relance, quoi. Et les chiffres qu'on a entendus cette semaine du Wall Street Journal, qui évoquait 140 milliards de dollars, ça fait moins de 1% du PIB de la Chine. C'est quand même relativement faible. Après, il y a la politique monétaire. La politique monétaire, on voit que leur baisse de taux directeur, elle est quand même très limitée. Minime, oui. C'est du 10 points de base. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quand même un peu peur, finalement, de la santé du secteur bancaire chinois. Bien sûr. Donc, ça, c'est un petit peu bloqué. Mais ça produit quand même des effets parce qu'ils ont un assouplissement de la politique monétaire, même s'il est léger, alors que le reste du monde, on a parlé pendant toute l'émission, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt des resserrements de politique monétaire aux États-Unis, en Europe, peut-être un jour au Japon. Et ça produit quand même de la dépréciation de la devise. On a quand même une devise qui se déprécie quand même assez rapidement contre toutes ses partenaires. Et ils ont aussi en tête, finalement, ce qui se passe sur le yen. On a un yen qui, du fait de la politique monétaire de la Banque du Japon, est très faible aujourd'hui. Et ils voient que cette devise qui est vraiment en train de se déprécier, il faut aussi qu'ils assurent une certaine compétitivité. Bien sûr, ouais. Et historiquement, quand on a vu un renminbi qui valait à peu près 20 yens, c'était les moments où ils réagissaient, ils s'arrangeaient pour faire se déprécier le renminbi. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il y a quand même une réaction qui transite finalement par le marché des changes. Et ça peut s'expliquer par une sorte de compétition entre Chine et Japon, c'est ce qu'il faut comprendre sur le... Mais en tout cas, quand on regarde le marché des changes, on a vraiment les devises asiatiques et menées par les poids lourds quand même, le yen et le renminbi, qui se déprécient par rapport aux autres grandes devises du monde, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on observe quand même depuis quelques semaines. Vincent on en revient au Japon, du coup...
Oui, alors sur la Chine, je dois dire que j'ai peut-être péché personnellement par excès d'optimisme en début d'année où objectivement j'avais vu dans les premières semaines finalement relativement pas mal de touristes chinois revenir assez vite avec les premiers avions. Bien sûr. Je ne jamais mon 2 janvier à Luxembourg, je l'ai cité un peu sur tous les places où j'étais étonné, les règles Covid n'avaient pas encore été tout à fait assouplies complètement, ils avaient encore une quarantaine au retour et j'avais déjà vu en tout cas des quarts de touristes chinois revenir. Force est de constater qu'à Paris, on ne les a pas vus revenir en masse jusqu'ici. Ils sont un peu de retour, mais pas en tout cas dans les dimensions qu'on pensait. Même chose en Europe, je pense qu'il y a un sondage du groupe Accor qui a été publié dernièrement qui montrait que finalement les Chinois sont plutôt prompts pour les mois à venir à faire ce qu'on a fait nous finalement au sortir du Covid, staycation. Donc on est peut-être un peu naïf, mais c'est vrai que voilà, peut-être le traumatisme du confinement, et Dieu sait qu'ils ont vécu un confinement encore bien plus terrible que le nôtre, les amène finalement peut-être d'abord à voyager localement avant de reconsidérer le monde. Donc ça c'est, bon, deuxième trimestre très faiblard, c'est certain, on voit un peu moins les touristes chinois, ou en tout cas la consommation se développer qu'on l'avait escompté à un moment. Moi, je trouve que depuis un certain nombre de mois, certainement depuis le deuxième confinement du Covid, Xi Jinping et l'exécutif était relativement peu inspiré, si ce n'est tout ce qui touche à la transition énergétique, qui reste vraiment, là, le mantra de la Chine, c'est le développement économique local et à l'international, c'est vraiment le sujet. Je pense qu'en effet, ils hésitent à déployer, en tout cas, le bazooka budgétaire pour relancer l'économie, parce qu'ils se sont plantés en 2008, ça a créé plus de bulles que de croissance, donc c'est vrai que ça a été problématique, et ils le payent encore aujourd'hui sur l'immobilier, et puis ils sont contraints par la dette. La banque centrale baisse à minimal et tout parce qu'ils sont déjà finalement presque planchés, donc c'est vrai qu'ils sont coincés là. Mais par contre, il y a pour moi un signal d'alerte et je pense qu'ils sont peut-être en train de l'entendre, mais c'est vraiment des observations qu'on a tous dans les médias. Un taux de chômage déjà, on a plus de 20%. Enfin, je veux dire, quand on a une économie centralisée et autres, le contrat social, on ne fait pas de politique, mais on vous donne du pain et des jeux. Et là, ce contrat social, il est quand même un peu cassé. Sur le Covid, ils ont assez vite, dès lors qu'il y avait un peu des mouvements sociaux et des manifestations, changé assez vite de 180 degrés leur position. Moi, j'observe depuis quelques semaines, je dis pas, enfin, c'est tout ce qu'on peut lire, en effet, je pense qu'on a la difficulté de lire ce qui s'y passe, voilà, mais que tous les CEO de Wall Street, on a déroulé le tapis rouge, rencontré Xi Jinping et tout ça, et il y a eu des discussions sur qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce que vous voulez plus investir, où est-ce que vous avez perdu confiance. Et il faut dire que les Chinois ont vraiment perdu la confiance des marchés et des investisseurs internationaux d'une manière significative. Et ce qui s'est passé dans les sociétés d'audit depuis le début de l'année, ça fait que tous les boards en Chine, des sociétés occidentales, se demandent s'ils peuvent encore envoyer un mail à New York ou à Paris. Hein. Donc ça, c'est vraiment tendu. Donc on sent dans ces différents entretiens qu'il y a une volonté de Pékin d'essayer de changer la donne. Sur le plan diplomatique, dit-on dans les cercles diplomatiques, la visite de Blinken s'est finalement pas trop mal passée. Et il y a, semble-t-il, une volonté commune, en tout cas de stabiliser les choses. Donc on sent en tout cas qu'il y a quand même une pression, notamment sociale, du fait que l'économie se grippe pour l'instant en Chine et qu'il faut absolument donner confiance aux investisseurs dont ils ont besoin pour financer leur développement. Si on parle marché rapidement sur le temps qui nous reste dans cette émission, quand on regarde, alors ça va peut-être vous faire plaisir, à Vincent Juvin, mais au Japon, pour le coup, le Nikkei, on voit une performance depuis le début de l'année qui arriverait vers les 30%, on n'est pas encore tout à fait. Est-ce que c'est la thématique d'investissement du moment? Est-ce que c'est là où les investisseurs qui sortent peut-être de Chine se réfugient sur les émergents? C'en est l'une, certainement. Alors nous, on a upgradé le Japon en cours de second trimestre, donc un peu tard pour profiter de l'essentiel de la hausse. Voilà une manière de parier sur la réouverture chinoise de manière périphérique, de parier sur, en tout cas, la force de l'économie japonaise et de son marché. Mais enfin, ça, c'est pas nouveau. C'est le marché, si on fait une scorecard pour un stratégiste, c'est toujours le meilleur marché, valorisation, tout ça. Mais là, on redécouvre qu'il y avait à Benomics, il y a une corporate governance qui était déjà bien améliorée ces dernières années. Et on ressort ça pour dire c'est maintenant. J'ai envie de temporiser pour le second semestre. Tout d'abord, les performances comme ça, en général, on ne les fait pas ça se calme à un moment. Je reviens à cette discussion sur la Banque centrale qui pourrait là potentiellement casser un petit peu la dynamique dans l'œuf. Voilà, comme sur la plupart des marchés, je crois qu'aujourd'hui, être sous-exposé, c'est dangereux parce que ça a un coût d'opportunité immense. Bien sûr. Je pense que c'est pas le moment, compte tenu quand même le scénario économique qu'on a pu tous ici déployer, qui est pas problématique, mais enfin, on va quand même au-devant, à minima, d'un ralentissement et on a une politique monétaire qui est pas très claire. Donc, neutre, c'est le maximum jusqu'où j'irai sur les actions de manière générale, en ce y compris sur les actions japonaises. Peu importe la situation géographique.
peu importe la situation géographique, à minima, je me dis que s'il y a bien aujourd'hui un marché qui est à la traîne et où on sent en tout cas un léger point d'inflexion où les choses pourraient peut-être s'améliorer, on serait peut-être plutôt la Chine. Gustave Orenstein, même question sur les actions. Alors si on prend cette question via l'angle des actions américaines, on a une consolidation attendue, qu'on ne voit pas. Alors est-ce que c'est les 10 valeurs qui ont fait la performance ces dernières semaines qui cachent peut-être des premiers mouvements de consolidation, ou est-ce qu'il faut continuer à voir ces marchés progresser sans comprendre? Je crois, alors effectivement, le cas américain, c'est un cas intéressant puisque ça a déjà été très commenté. Il y a une énorme concentration de la performance des indices. Les 10 grosses valeurs que tout le monde connaît ont fait le gros de la performance. On compare souvent, par exemple, le Standard & Poor's 500, Capi Weight et Equal Weight, et on voit cette énorme différence entre les deux. Nous, notre idée, c'est que si, imaginons que cette idée de soft landing progresse et que la désinflation s'installe et qu'il continue à avoir une baisse des primes de risque, eh bien, logiquement, il va y avoir une diffusion de cette hausse au fur et à mesure, non seulement dans le monde entier, mais aux États-Unis en particulier, vu le niveau de concentration qu'on a pour l'instant. Donc, on pourrait avoir effectivement une. Donc, ce seraient les premiers de cordée quelque part. Justement, alors, ce ne sera plus que les premiers de cordée qui monteraient, mais les autres qui rattraperaient un peu leur retard relatif, puisque, encore une fois, le S&P Equal Weight, si on met le même poids aux 500 valeurs du S&P, a très peu monté depuis le début de l'année. Donc, c'est très, très concentré sur les très, très grosses valeurs, qu'on voit bien dans le Nasdaq aussi. Donc, ce serait plutôt l'idée de la diffusion, une diffusion plus générale. Je rebondis aussi sur ce qui était dit sur le Japon. Le problème du Japon, c'est que si vous avez donc un benchmark international, le MSCI Monde, le Japon, c'est 6% du MSCI Monde. Les États-Unis, c'est 70% du MSCI Monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être sur ou sous-pondéré? C'est très complexe. Quand vous êtes investisseur international, vous n'avez pas de Japon. Enfin, vous en avez 6% en moyenne. C'est très peu. C'est très peu. Du coup, avoir moins que 6%, ça veut dire en fait vous n'avez pas du tout de Japon. Ouais. Du coup, c'est pour ça que le Capi Weight n'est pas forcément un très bon indice de compréhension de ce qui se passe, parce qu'il est déjà très concentré aux États-Unis, très concentré dans la tech américaine en plus. Si on prend un indice plus large, un indice par exemple Equal Weight, où chaque valeur a le même poids dans le MSCI Monde, le Japon passe de 6 à 16%. C'est un gros marché, c'est un marché très profond, il y a beaucoup de valeurs, il se passe beaucoup de choses. Effectivement, les questions de gouvernance ont beaucoup changé, ont plutôt accéléré récemment. Cette amélioration du traitement des actionnaires par les entreprises japonaises, c'est chose positive. Et donc, c'est un marché assez diversifiant. Donc, je pense qu'en général, les gens ont trop peu de Japon, qu'ils soient d'ailleurs optimistes ou pas. Simplement, dans une perspective internationale, on a beaucoup trop peu d'autres choses que des États-Unis. Dans une stratégie de diversification géographique, il faut du Japon, par exemple. Il faut du Japon parce qu'il s'y passe d'autres choses. Et donc, on sait bien que la diversification, c'est quelque chose qui rend un peu plus stable les portefeuilles. Bastien Drue, un mot peut-être justement effectivement sur l'investissement au Japon. Comment est-ce que vous voyez, alors on parle de la performance de l'indice, mais il y a... Alors peut-être ce que je peux rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est le fait que le yen s'est vraiment très fortement déprécié depuis le début de la crise Covid, quoi. Quand on regarde les grandes devises, en termes réels, le yen a perdu plus de 20%. Enfin, une dépréciation en termes réels de 20%, de plus de 20%, c'est énorme, c'est vraiment monumental. Et on sent que ça a quand même été très bénéfique à l'industrie manufacturière, enfin à l'industrie japonaise, parce que, et on le voit bien dans les chiffres, notamment les enquêtes manufacturières, c'est les seuls pour lesquels on a quelque chose qui est positif. On a un territoire d'expansion pour l'industrie japonaise, alors que l'ISM manufacturier aux États-Unis est en contraction, le PMI manufacturier aux zones euro est en contraction, idem en Chine. C'est vraiment le seul endroit du monde où on a une dynamique qui est positive sur l'industrie. Et je pense que c'est aussi l'un des facteurs qui fait que le Nikkei performe vraiment très très bien, et nous aussi on partage la même position. Et rapidement, si je vous demande ce que vous regardez, ce qui vous interpelle un peu dans le contexte actuel, vous me répondez intelligence artificielle? Oui. Alors, oui. Disons que nous, on a des fonds thématiques, et notamment des fonds qui sont centrés sur la disruption. Donc oui, l'intelligence artificielle, ça en fait partie. Vraiment quelque chose qu'on regarde très, très précisément, quoi. Vincent Juvin, c'est une question. Qu'est-ce que vous regardez effectivement en ce moment? Qu'est-ce qui vous interpelle dans le marché?
Oui, ça fait partie des thématiques, en tout cas, qui alimenteront nos lectures de vacances, certainement. Je crois qu'en tant qu'économiste, on apprend quand même aussi, jour après jour, un peu sur cette thématique émergente, mais qui pourrait, en tout cas, être concrète dans nos vies de tous les jours et dans nos métiers. Elle l'est déjà, finalement, à un nombre d'égards. Moi, je pense qu'on vient de terminer sur la Chine. Je pense que, voilà, c'est la déception du premier semestre de l'année. Est-ce que ce sera la bonne surprise du second semestre? Oui, je pense que le point d'inflexion potentiel sur cette zone est certainement quelque chose qu'on regarde beaucoup pour l'instant, parce que, voilà, ça fait partie, en tout cas, des mauvaises appréciations de début d'année, et on a un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait changer. Et c'est vrai qu'il il faut chercher des opportunités sur les marchés equity qui ont par ailleurs déjà bien performé, donc on a un peu envie de parier sur ceux qui sont en retrait et qui ont du potentiel, donc c'en est peut-être un. Gustave Orenstein, même question, qu'est-ce que vous regardez dans le marché? Qu'est-ce qui vous interpelle dans le contexte actuel? Comme je disais tout à l'heure, donc, sur les 1500 valeurs du MSCI Monde, il y en a 10 qui font plus de la moitié de la hausse depuis le début de l'année. Donc, de ce qui nous intéresse, c'est les autres. C'est toutes les autres. Donc, d'essayer vraiment d'aller piocher dans la largeur et la profondeur des marchés internationaux pour vraiment diversifier l'épargne, parce que vous savez que l'épargne, notamment des ménages français, est très très concentrée avec un biais domestique très fort. Donc, il faut aller vers l'international. Et donc, une manière de le faire, c'est d'aller chercher justement, pas simplement faire de la tech et des États-Unis, mais d'aller chercher un peu le reste. En Europe, il y a plein de choses intéressantes. C'est une zone où la désinflation aussi est assez rapide. Et oui, le Japon également, effectivement, une bonne diversification. Donc, aller chercher assez largement, sans avoir de thème très, très privilégié spécifiquement, mais surtout d'aller chercher la largeur et la profondeur des marchés actions. Merci messieurs, merci Gustave Orenstein, responsable recherche macro et allocation d'actifs de Dorval AM. Merci Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et merci Bastien Dru, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPRAM. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème, où nous allons tenter de décrypter ensemble le marché des semi-conducteurs en Europe. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Bourse Franck Sabat. Bonjour Franck Sabat. Bonjour. Vous êtes responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg. Alors effectivement, quand on parle du marché européen des semi-conducteurs, on pense à AMSL, AMSL, je vais y arriver. Oui. Ça n'est pas le seul. Le marché est plus large que ça. À quoi ressemble ce marché européen ? Ce marché européen, déjà merci pour la question. Le marché européen, en fait, il est assez large. En fait, ce qui est intéressant, les semi-conducteurs, c'est le marché en énorme croissance. Peut-être juste un mot là-dessus. Aujourd'hui, c'est à peu près 550 milliards. On pense que ça va tripler d'ici 2030. D'accord. C'est massif. Et puis surtout, il y en a partout. Dans le studio, il y en a à peu près à chaque endroit. Les téléphones en ont besoin, les voitures en ont besoin. Et en fait, le mécanisme pour fabriquer ce semi-conducteur, lui, est hyper précis et devient de plus en plus petit. Bien sûr. Et en Europe, en fait, on trouve des acteurs qui ont su se positionner comme ASML à un niveau très très avancé, mais aussi des acteurs de plus petite taille qui ont réussi à trouver une position dominante sur certaines étapes de cette production, que ça soit sur le packaging, que ça soit sur les tests, ou que ça soit aussi sur la partie dont on a besoin par la suite, sur les circuits imprimés. Donc c'est ça qui est intéressant. Forcément, on pense aux semis, on pense beaucoup à la Corée du Sud, à Taïwan, bien sûr, aux États-Unis. Et en fait, en Europe, on trouve vraiment des très très bonnes sociétés qui sont actives là-dedans. Il y a effectivement, donc, et c'est des sociétés qui sont quoi ? Qui sont françaises, allemandes. C'est des spécificités nationales ou c'est vraiment transnational au niveau européen ? Je dirais c'est européen. Il y a un biais hollandais. Je pense bien que sûr. ASML tire un peu peut-être une activité, oui. Exact. Ouais, donc là, en Hollande, il y a un pôle. Après, on en trouve quand même pas mal dans les Nordiques. Qui est une terre, je dirais, d'innovation de manière générale et qui, dans le côté technologique, a peut-être une longueur d'avance. Et donc là, on en trouve. Peut-être, on peut peut-être utiliser un exemple. Bien sûr, oui, bien sûr. En Suède, il y a une société qui s'appelle NCAB. D'accord. Qui n'a rien à voir avec la NCAA et donc le basketball. Là, ils sont vraiment dans les semis. NCAB, en gros, c'est ça. Ils fabriquent les circuits imprimés. D'accord ? Donc, on a fabriqué cette puce électronique, et à un moment, il faut l'intégrer. Et donc ça, c'est une société qui fait aujourd'hui qui a une valorisation de l'ordre de 1,2 milliard. D'accord. On avait identifié, il y a 5 ans,
et qui était à 250 millions. Donc on voit que la rapidité, la croissance, quand ils arrivent à se positionner, est assez forte. Et en fait, cette société, elle est assez impressionnante parce qu'en gros, demain, vous décidez de produire un téléphone, vous avez besoin du circuit imprimé, vous allez les contacter et ils vont faire tout le design de la pièce. Bien sûr. Et la mettre en production. Cette production, ils la font pas eux-mêmes, ils l'organisent. Donc c'est une société qui est extrêmement rentable en fait. Et donc c'est ça en fait, je pense qu'en Europe on peut trouver, que ce soit en Suède, en Hollande ou ailleurs, on a, en France avec Soitec aussi, on a vraiment des sociétés qui arrivent à faire la différence sur des parties extrêmement niches de l'activité. Qui sortent un petit peu de la production, qui peut être la partie, celle où on marge le moins ou la moins rentable. Non, pas forcément. Je crois que ça reste très rentable. Ça reste très rentable. Ouais, ASML, les dernières machines, pour prendre le plus gros, hein, là on est sur des valorisations de 250 milliards environ. La dernière machine, elle vaut 400 millions, une machine. Donc on est sur des business qui sont, les enjeux sont énormes. Bien sûr. Et il y a des leaders. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans cette fabrication du microprocesseur, il y a énormément d'étapes. Il y a peut-être 20 étapes, alors on ne va pas toutes les détailler ici. Ça permet à d'autres sociétés de se positionner. Exactement. Du coup. Oui. Et typiquement, Besi, là, c'est une société hollandaise. Eux, ils sont positionnés sur deux pôles. Le côté attache, donc vraiment fusionner ce microprocesseur, et le côté packaging. D'accord. Et donc Besi, qui est un leader dans son marché, là c'est pareil, dans la même logique qu'ASML, ils vont produire des machines, hein, donc qui vont être ça ressemble à une très très grosse imprimante concrètement. Et ça va permettre de faire ce packaging. Eux, par exemple, entre leur machine actuelle et leur modèle précédent, c'est 2 fois plus précis. Donc on est aussi dans cette logique-là. Les semi-conducteurs, les tailles réduisent de plus en plus. On a besoin de plus en plus de précision. Et donc les acteurs qui vont être en mesure, je dirais, d'apporter cette précision, ce contrôle, là, ils vont avoir un rôle à jouer. Et du coup, ils ont un rôle clé en fait dans ce processus si on reprend l'exemple du téléphone, de fabrication de ce téléphone. Si on se pose les questions un petit peu des drivers ou en tout cas des questionnements d'un marché comme celui-là, alors évidemment, on parle de l'intelligence artificielle depuis plusieurs semaines en bourse. Est-ce que ça fait partie des potentiels d'évolution, de croissance des entreprises en lien avec les semi-conducteurs Oui, forcément. Après, aujourd'hui, on l'a dit, c'est un marché quand le semi en général est en forte croissance. L'intelligence artificielle aujourd'hui, alors oui, je suis complètement d'accord avec vous, il y a une forte hype un peu sur le sujet. Bien sûr, oui. On a vu Nvidia, on a vu ce qui s'est passé. Ça représente aujourd'hui 8% en fait de l'activité. D'accord, oui. Donc c'est beaucoup, hein, on parle d'environ peut-être 50 milliards, mais ça reste une partie, il y a beaucoup d'autres choses dans les semis. Donc mais par contre, effectivement, ça joue un rôle important. Et surtout, on va en retrouver partout. On va en retrouver dans les PC, dans les téléphones, dans les applications. Donc oui, on va les retrouver. Peut-être qu'ils auront une croissance plus rapide que le marché. Et donc, potentiellement, ce 8%, il va plutôt aller vers 15%. Mais il reste 85%, même s'ils atteignent ce stade. Donc il y a eu effectivement un début d'année hyper marqué, mais avec les nouvelles technologies qu'on a vues, je pense qu'on a tous essayé d'utiliser ChatGPT. Et effectivement, c'est incroyable. Et ce qu'on voit, c'est que, alors complètement, mais attention, il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que ça dans le marché des semis. Et l'autre message, c'est que dans le marché des semis, il y a vraiment des champions en Europe. On n'est pas obligé forcément d'aller au bout du monde. Au moment de la réouverture des économies occidentales, il y avait pas mal de questionnements sur l'approvisionnement en matières premières et le marché des semi-conducteurs était particulièrement touché. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que ça reste un risque pour ce marché ? Alors ça va mieux, clairement. On voit que les points de compression sont relâchés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ils ont bénéficié complètement de cet environnement. On a vu des mouvements assez fous 2020, 2021. En fait, les gens s'attendaient à ne pas pouvoir avoir ces machines. Et donc, il y a eu de la surdemande. Bien sûr. Ouais. Ce qui explique qu'il y a eu un rallye assez phénoménal sur ces sociétés, sur lesquelles on a participé. Donc, on était ravis. Et ce qui explique aussi ce qu'on a vu l'année dernière, cette correction qui a été hyper violente, en fait. Même sur des sociétés qui sont rentables, qui sont en croissance, qui sont dans le bon secteur. Besi, on en parlait. L'année dernière, ils ont fait peut-être moins 45%. Et cette année, ils ont déjà fait x2.
Donc l'idée, c'est qu'ils ont bénéficié énormément de ce mouvement parce que les gens voulaient ces machines et voulaient Bien le sûr. stock. Ouais. Et ils ont du pricing power, donc ils en ont globalement bénéficié. Aujourd'hui, on revient sur un cycle un peu plus cohérent, mais ça reste un marché en forte croissance, en fait. Donc on a toujours cet intérêt, et ils sont en mesure, eux, de délivrer, parce qu'ils ont aussi... En fait, ils ont cette capacité à réinvestir dans leur activité. Je garde cet exemple de Bézi, parce qu'on aime bien. Bien sûr. Ils réinvestissent 8% de leurs revenus dans la recherche. Donc cette idée de se dire, voilà, on avance, mais on continue à développer, ça, je pense que c'est typique de l'Europe, en fait. Ce côté industriel, innovation, avec ce biais, dans cet exemple-là, hyper technologique. Un mot effectivement du parcours boursier, des valeurs en lien avec les semi-conducteurs. Vous nous avez dit, il y a eu un rallye, il y a eu une correction, et là on est sur une tendance un peu plus long terme, un peu moins volatile sur le secteur en Europe. Ça reste sportif, ça reste cyclique. Là, faut être clair là-dessus. C'est pour ça que nous, les équipes de gestion, elles font ça, elles suivent les sociétés depuis des années, et puis du coup, on arrive à, je dirais, identifier ce côté long terme. Je dirais, il faut se méfier de cette hype en général. Et comment on explique que ce soit sportif, comme vous dites, alors qu'effectivement, il y a une demande quand même en lien avec la robotisation, les nouvelles technologies ou autres? C'est qu'on ne sait pas exactement quelles seront les tendances de demain, donc on attend... Alors, je pense que ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura de plus en plus de technologies, de plus en plus de semis. Ce qui explique cette volatilité, ça a été cette surdemande 2021-2020, dans une moindre mesure, mais 2021. Qui a encore un impact aujourd'hui. Alors qu'il y a eu un impact, en fait, nous on regarde quand même sur de l'aspect long terme, et effectivement il y a eu un impact assez fort. Aujourd'hui on revient sur un rythme, je dirais, d'activité, de croissance standard, mais le standard pour eux c'est de la croissance à 15, 20, 25% selon les sociétés, c'est assez impressionnant. Mais des valorisations qui montent. Le Bézi, ils ont fait x2 cette année, on est passé de 4 à 8 milliards. Est-ce que ça corrige? Est-ce que ça continue? Je pense que surtout, ça fait partie du jeu. Il faut, je pense, dans mon idée, il faut participer à cet événement et accepter plutôt les cycles. On le sait, le market timing est extrêmement compliqué, surtout sur des titres aussi sportifs. Dernière question, alors effectivement on a évoqué ASML que tout le monde connaît derrière, donc c'est un marché un peu plus large que cela, profond que ça en Europe, c'est un marché très concurrentiel? Oui, mais ils ont une position tellement dominante qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compétiteur, en fait. Enfin, pas à ce niveau-là, pas en mesure de vendre une machine à 400 millions, pas en mesure de développer une telle technologie. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ASML, ils ont cette position dominante. Bézi, c'est la même chose. Infineon, qui est aussi ici, ils sont, eux, positionnés complètement sur le côté plutôt auto. Et on voit bien que dans les voitures, il y a, même sans aller sur le côté tout électrique ou hybride, il y a de plus en plus de besoins. Donc, on voit que toutes ces sociétés, en fait, elles ont pris une position de leader de leur marché. Et pour aller les chercher, ça va demander énormément d'investissement. Merci beaucoup, Franck Sabat, de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse dans Marché à thème. Je rappelle que vous êtes responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur bismart.fr, nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart.